beaucoup de managers n'avaient pas l'habitude d'utiliser des outils collaboratifs de type Slack, qui est caractéristique des startups. Et puis, on a découvert qu'il y avait dans le pack Microsoft, dans les grandes organisations, cet outil qui d'ailleurs ressemble beaucoup à Slack, qui est l'outil Teams, inclus dans le package de Microsoft. Alors, ce n'est pas pour faire de la pub, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, et puis il y en a d'autres encore. Mais en tout cas, tout d'un coup, on s'est converti très rapidement à un usage qui n'était pas un usage préexistant. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on arrive dans ce télétravail forcé, eh bien, du coup, il y a non seulement la question des outils et la question de ne plus pouvoir faire des réunions ensemble, il y a le fait qu'on arrive avec un certain niveau de confiance et de pratique. Et en fait, on a tendance, dans un premier temps, à répliquer en virtuel les pratiques qu'on avait en présentiel au bureau. Une illustration très concrète, c'est que si on a une culture dans laquelle on fait beaucoup de réunions, l'ensemble des brainstorms se font en réunion, on a l'habitude de voir les collaborateurs toujours en face à face en réunion, et on va répliquer ça en ligne. Il y a des équipes comme ça qui passent vraiment leur journée entière sur Zoom ou sur Skype à faire des réunions, avec très très peu de maîtrise sur leur emploi du temps et très peu de possibilités justement de faire ce travail concentré dont tu disais que c'était un des avantages du télétravail. Et donc très vite, on se rend compte que répliquer ce qu'on a fait en présentiel, en ligne, ça a des limites très fortes. Parce que des réunions sur Zoom, c'est bien plus pénible que des réunions en vrai, parce que le son n'est pas toujours très bon. Il y a pas mal de blagues qui ont circulé récemment, parce qu'on ne se sent pas en capacité de participer de la même manière, parce que bizarrement, l'aliénation est la même, c'est-à-dire qu'on est censé être là, visible sur son petit écran, mais on n'a pas tous les avantages du présentiel, le fait de partager un café, le fait d'être bien ensemble, voilà, d'avoir une certaine souplesse. Donc en fait, on a le pire des deux mondes. On a le pire du virtuel avec la solitude de l'écran, et puis le pire du présentiel avec l'aliénation, le fait d'être attaché à son ordinateur et pas être maître de son temps. Et donc je dirais que le premier niveau de ce télétravail forcé, c'est on se rend compte qu'on arrive avec une culture préexistante et qu'on ne le vit pas de la même manière d'une équipe à une autre, et que les pratiques ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on va faire des apprentissages justement sur le choix des canaux à utiliser, la manière de travailler, le mix entre travail synchrone et travail asynchrone, la flexibilité dans le choix des outils qu'on va apporter pour pouvoir continuer à faire son travail. Et donc là, il y aura une deuxième phase, puis une troisième phase. Et c'est pour ça que je suis optimiste sur l'issue de tout ça et sur la quantité de flexibilité qu'on aura dans beaucoup, beaucoup d'équipes qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler de cette manière-là. C'est qu'on a un temps suffisamment long avec une expérience de laboratoire complètement unique qui est le télétravail forcé à 100% pour tout le monde. Pour tout le monde qui peut télétravailler. On rappelle évidemment que ça ne concerne pas tous les métiers. Et donc, voilà, je suis optimiste qu'il en restera quelque chose. C'est inévitable. Et, euh, et c'est vrai que une des raisons d'optimisme, c'est que ça va être très progressif. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une espèce de ligne d'arrivée qui va dire, bon, ben maintenant, l'organisation du travail redevient exactement comme avant, sans aucune contrainte. Ouais. Et donc, on va expérimenter ce qui est certainement le plus acceptable pour le plus grand nombre, c'est un télétravail partiel, par exemple, Ouais. qui est humainement, pour la plupart des gens, beaucoup plus facile et adapté, puisque je pense qu'on a tous envie aussi enfin, beaucoup ont envie Ouais. de se retrouver pour des réunions de brainstorming et aussi peut-être de réflexion, d'interaction beaucoup plus synchrone et avec des relations Ouais. humaines. On sera peut-être différemment. Pour beaucoup de gens, l'optimum, c'est 2 jours à peu près. C'est entre 1 et 2 jours par semaine de télétravail. Et ça varie un petit peu en fonction de sa personnalité. Les personnalités les plus introverties iront plutôt vers 2, 3 jours, et puis les plus extravertis vers 1 jour. Mais l'optimum, il est évidemment pas 5 jours sur 5. Il est entre 1 et 2 pour la plupart des gens et se situe entre 1 et 2 en moyenne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le télétravail, finalement, ça n'est pas quelque chose d'à part. C'est une espèce de continuum qui concerne toute l'organisation du travail et du quotidien. Et donc, le télétravail, c'est aussi
des horaires décalés, le fait d'échapper au métro à l'heure de pointe et de fait de travailler donc sur les outils collaboratifs et puis à distance. En fait, on est tous tout le temps déjà en télétravail grâce à ce petit outil-là qui fait que on a une ubiquité de connexion avec son équipe et son travail qui présente des risques déjà à part, hein, puisqu'on sait que justement c'est difficile de déconnecter. Et donc là, on prend conscience aussi du fait que quand on reviendra, en fait, le télétravail était déjà là et en fait, il est présent dans tout ce qu'on fait et dans l'organisation de chaque moment de la journée. Et donc, le fait de le voir comme un moment à part, justement, on peut distinguer les entreprises dans lesquelles il faut déposer une demande d'autorisation pour avoir une journée spécifiquement consacrée au télétravail, et puis des entreprises et des équipes dans lesquelles, en fait, c'est flexible tout le temps. Et puis, si on reste une heure de plus chez soi pour accueillir le plombier, c'est pas vraiment un problème et il n'y a pas forcément besoin de demander une validation spécifique. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quelque part, tout le monde n'est pas égal en tant qu'organisation face à ce phénomène. Même si tout le monde doit le faire, enfin tous ceux qui peuvent télétravailler, c'est une obligation, hein. Mais par contre, clairement, voilà, Zest, qui avait l'habitude d'avoir un télétravail complètement libre, avec des durées qui pouvaient être de 3 jours, un jour, selon le goût et l'organisation de chacun, on n'a pas du tout subi de traumatisme autre que celui du lien social, effectivement, qui était plus compliqué, surtout avec des jeunes qui ont l'habitude de, faut s'en rappeler aussi, de se voir physiquement et d'apprécier ça. Alors, si souvent on dit que la culture d'entreprise se matérialise par des règles du jeu, des rituels concrètement, et donc voilà, on disait que la culture du jeu, la culture d'entreprise se voyait dans les bureaux, par exemple, hein, je ne parle pas du baby-foot uniquement. Alors là, maintenant, le télétravail, on le voit là, on a une mosaïque de lieux qui sont nos propres domiciles, hein, nos maisons. Donc ça explose, hein, comme artefact de la culture. Et donc, par contre, tu le disais, la confiance, comment tu définis une culture d'entreprise et comment, quelque part, tu la matérialises par rapport au sujet qu'on a évoqué de la mise en place du télétravail et puis de cette gestion un petit peu délicate et forcée de la crise. Alors, la définition de la culture, elle est très compliquée. C'est plus facile de dire ce que ce n'est pas. Et en fait, la période qu'on vit, elle nous aide à voir ce que ce n'est pas. Effectivement, la culture, ce n'est pas le bureau. Effectivement, la culture, ce n'est pas le panier de fruits. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la définition qu'en donne Ben Horowitz dans son livre What You Do is Who You Are, qui était paru avant la crise, et dans lequel il ne parle pas du tout de Covid, mais pourtant, il y a plein de choses pertinentes à y trouver. Il dit la culture, ce n'est pas un ensemble de valeurs que vous collez sur un mur, donc forcément, ça ne se trouve pas au bureau. Ce n'est pas ce que vous dites dans les discours, dans les réunions. Ce n'est pas non plus ce que vous croyez, dit-il, c'est ce que vous faites et qui vous êtes. Alors, vous allez me dire, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais il y a une deuxième partie de définition qu'il donne qui est très intéressante. Je cite une traduction qui est traduction de moi, le livre n'a pas été traduit encore. La culture de votre entreprise, c'est la façon dont les décisions sont prises quand vous n'êtes pas là. C'est l'ensemble des principes que vos employés utilisent pour résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés chaque jour. C'est la manière dont ils se comportent quand personne ne les regarde. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a l'air d'être de coller extraordinairement à la situation dans laquelle on est maintenant, qui est une situation où les managers ne peuvent pas voir à tout moment ce que font les personnes de leur équipe. C'est une situation dans laquelle, en fait, précisément, on est en situation de devoir prendre des décisions qui ne sont pas qui sont celles qu'on prend, auxquelles on est confronté dans une situation de télétravail, qui ne sont pas celles qui nous sont ordonnées par notre manager, quoi. Et donc, c'est comme si cette définition-là, en fait, elle était particulièrement
critique en temps de télétravail. Et en fait, ce qui est difficile, là où la définition elle-même, elle est un petit peu problématique, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des entreprises qui n'ont pas de culture selon cette définition-là. Parce qu'il y a des gens qui sont démunis parce qu'ils ne peuvent précisément pas prendre de décision quand leur manager n'est pas là. Je donne un exemple très concret. Vous êtes obligé de faire quelque chose, mais vous avez besoin de la validation de votre N+1 qui a besoin de la validation de son N+2. Vous ne pouvez pas choisir un outil de software as a service basé sur le cloud parce que ça n'est pas dans la liste des outils validés par la DSI, dans ceux que vous pouvez utiliser. Du coup, vous ne vous sentez pas libre de faire avec les moyens du bord et de vous débrouiller pour remplir la mission qu'on vous a donnée. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, la définition d'Horowitz, elle colle beaucoup plus aux startups qui ont une possibilité de travailler à distance. Donc, c'est assez intéressant de voir que pour beaucoup de très grandes entreprises, cette définition de Ben Horowitz de la culture, elle est vraiment très problématique en réalité. Donc le livre, il a été mentionné dans le chat, je ne l'ai pas là pour le montrer à l'écran, mais c'est What You Do is Who You Are, How to Create Your Business Culture. Et c'est Ben Horowitz, l'un des gourous de la Silicon Valley, un VC célèbre qui a créé la firme de capital risque Andreessen Horowitz. Donc, c'est vraiment l'un des grands personnages de la Silicon Valley qui a investi dans énormément de startups. Et il s'est beaucoup intéressé à la question de la culture d'entreprise. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ce qu'il écrit concerne beaucoup plus des petites entreprises, des startups, des entreprises plus jeunes ou ne concerne pas tellement des très grandes entreprises qui ont un héritage, qui ont des centaines, voire des milliers d'employés. Ce qui est intéressant, c'est les startups ont certainement été doivent être pour les plus grandes considérées aussi comme un laboratoire on va dire de technologie organisationnelle un peu avancée, exploratrice, qu'elles voyaient beaucoup sur l'aspect innovation, produit et réactivité marché, par exemple, avec tous ces hackathons, tous ces modes un peu design thinking pour rassembler des nouvelles offres pour des marchés et se battre entre guillemets sur le marché avec des barbares alors qu'elles sont des empereurs. On commence on le voit bien sur le côté organisationnel de l'entreprise avec toutes les limites bien entendu de la transposition et les contraintes que tu évoquais, ne serait-ce que de nombre. C'est-à-dire que dans une organisation comme Zest où on est 23, on peut rassembler dans une salle on pouvait rassembler 23 personnes et parler de la culture en disant, ben voilà, sur notre valeur caring, ça veut dire quoi de manière très concrète par rapport à qu'est-ce que vous faites si il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, si un client impose des choses qu'on n'a pas envie d'accepter, comment on réagit collectivement. Et donc d'avoir ce travail de transposition. J'adore la définition de dire c'est ce qui reste quand on n'est pas là, des comportements de l'organisation. Et c'est la notion aussi de lâcher prise du management qui prend toute sa dimension, on en voit l'importance. Merci pour ça. C'est très compliqué quand on est plus nombreux, beaucoup plus nombreux, ça devient effectivement très compliqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai écrit un e-book sur comment est-ce qu'on fait évoluer ou fait grandir ou préserve sa culture quand on passe à plus de 150 personnes dans une entreprise. Et en fait, on a montré que l'un des paliers, un moment important, un moment en général déterminant dans la vie d'une entreprise, c'est quand les effectifs dépassent 150. Pourquoi 150 ? C'est un chiffre dont pas mal de chercheurs ont montré que c'était le chiffre à partir duquel, en fait, on ne pouvait plus entretenir de relations intimes, proches, avec chaque personne. Et donc, c'est un nombre qui est à l'échelle individuelle. En gros, on ne peut pas avoir plus que 150 personnes avec qui on va aller boire un verre dans un bar si on les rencontre au hasard. C'est un petit peu ça qui en est la définition. Eh bien, ça se retrouve à l'échelle d'une entreprise parce que c'est le moment à partir duquel on est obligé de créer des processus pour scaler, pour passer à l'échelle des choses qui ont fonctionné avec un groupe beaucoup plus petit. Alors, est-ce que tu constates, tu observes justement des cultures qui sont dans la réponse finalement? C'est un peu comme un organisme qui répond à un virus. Hein, voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, pour faire cette image facile.
il y a certainement des organisations culturellement, on va dire ça comme ça, mieux préparées et d'autres qui sont moins préparées, voire avec des dérives, comme tu l'évoquais en disant on va par commencer par reproduire des systèmes inadaptés à la situation avec un système de contrôle. Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu as d'autres exemples à partager sur finalement le côté nocif, presque toxique que peut avoir une culture d'entreprise dans cette situation? Alors, le côté nocif est présent dans énormément de grandes entreprises dans lesquelles les processus sont très rigides et par définition, ça manque d'agilité et il y a très peu d'empouvoirment des individus face à leur PC, face à leur smartphone, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ceci étant dit, il y a des très grandes organisations dans lesquelles, en fait, il y a une sorte de laisser-faire implicite. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est l'exemple de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le premier employeur de France, hein, c'est pratiquement 1 million de professeurs, donc si on veut s'intéresser à une grande organisation conservatrice, rigide, etc., c'est quand même un bel exemple. Et pourtant, les professionnels des ressources humaines s'intéressent assez peu à l'éducation nationale, malheureusement, à mon plus grand regret. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les outils mis à disposition les enseignants aujourd'hui sont évidemment pas du tout à la hauteur. Il y a très très peu de choses qui sont proposées. Il y a très peu d'outils mis à disposition, même de recommandations qui sont faites. Et en revanche, chaque professeur individuellement s'empare ou ne s'empare pas, ça dépend beaucoup des individus, de choses qui ne passent pas par le système. Donc en fait, il y a énormément de bypass, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que les gens arrivent avec leurs propres outils, leurs propres usages, leur propre culture numérique, et ils se débrouillent. Et pourquoi l'exemple des enseignants est excellent? Parce qu'en fait, in fine, ils sont responsables face à leurs élèves, face à leurs étudiants, et un certain nombre d'entre eux s'emparent des moyens du bord et en fait, sont beaucoup dans l'informel, sont beaucoup dans des prises de décision qui ne sont pas directement contrôlées par l'organisation à laquelle ils appartiennent. Et ça, c'est le côté positif en fait de ce qui se passe dans beaucoup d'organisations, c'est que finalement, on expérimente sur le terrain des choses sans forcément avoir demandé la permission. Et si ça marche, eh bien, ça peut être adopté, généralisé. Et si les managers sont pas trop rigides, ben en fait, il y a des choses qui vont passer, il y a des choses qui, de la base, de manière bottom-up, en fait, vont être adoptées, généralisées, y compris adoptées par ceux qui n'ont pas la même culture numérique ou n'utilisent pas les mêmes outils. Donc, ce qui se passe au niveau des profs est assez intéressant parce qu'il y en a qui sont emparés d'outils du type Discord, ils utilisent Zoom évidemment, ils utilisent plein de choses, ils utilisent plein d'outils collaboratifs, ils expérimentent des trucs et puis chacun avec voilà, des cultures différentes. Il y en a qui sont plus soucieux de la protection des données personnelles, d'autres moins, il y en a qui sont plus radicaux, d'autres moins. Et en fait, voilà, il y a des choses dont on pourra peut-être s'inspirer pour aider, accompagner ceux qui sont moins avancés dans leurs usages. C'est vrai que cette notion d'organisme avec, entre guillemets, des anticorps Oui. qui réagissent à cette situation, tout l'autre organisme ne répond pas de la même façon, mais ces anticorps-là, c'est en gros ces activistes qui savent, entre guillemets, prendre le pouvoir de manière fidèle à l'organisation. Hein, c'est comme ça que définit les Gary Hamel dans l'innovation, ce qu'il appelle les activistes. Eh bien, c'est de dire, il y a une contrainte qui m'est imposée par rapport à l'organisation et je prends des libertés pour le bien de l'organisation. Et ça, bien entendu, on le voit dans une situation de crise. Particulièrement, ils ont un impact qui peut être très très important et bien entendu en situation normale, si on peut appeler ça une situation qui va devenir normale, ça sera aussi des gens qui seront importants, donc de les identifier, les valoriser va être un élément clé dans le futur du rebond de l'organisation parce que la meilleure façon d'être antifragile dans une entreprise, c'est pas de se créer une armure avec des choses qui sont prévues à l'avance et qui sont très top-down, c'est justement d'avoir ce côté un peu organisationnel, intrapreneurial qui peut avancer. Et ça, voilà, là, on vit quelque chose et clairement, sur la ligne, en fait, le 11 mai n'est pas une ligne d'arrivée du déconfinement, c'est presque une ligne de départ du retour un peu à l'activité et à l'innovation. Parce que quand on ne peut pas sortir ou quand les magasins sont fermés, voilà, on peut réfléchir, on peut préparer, mais quand on va accueillir à nouveau des clients, quand on va à nouveau pouvoir vendre, et là, la course va être vraiment importante et les organisations avec leur culture
vont certainement ne pas être égales face à cette difficulté ou ce challenge. Si on prend encore un peu plus de recul, donc on a vu que la culture était vraiment au cœur quelque part de la réaction de l'organisme, parce que ça le définit et quelque part ça mesure une façon de réagir voilà, presque au niveau de la cellule individuelle. Euh, le marché du travail, donc cette espèce de grande marketplace où les gens et les organisations se retrouvent plus ou moins de manière satisfaisante, plus ou moins facilement, avec plus ou moins des situations de pénurie sur des métiers, sur des géographies. Donc toi, chez Welcome to the Jungle, il y a quand même un observatoire intéressant. Comment tu vois un peu l'état de santé et quelque part les conséquences que cette situation a sur le marché du travail, bon, notamment en France, je sais que tu observes beaucoup le UK, l'Angleterre et les États-Unis. Voilà. Comment tu vois cette situation par rapport au marché plus globalement du travail? Il va y avoir plusieurs moments parce que les prochains mois, on va commencer à rentrer dans une crise économique forte, lourde, de conséquences sévères. Encore une fois, la date du 11 mai, c'est une date d'un premier palier dans le déconfinement qui va de toute façon être très progressif et donc l'activité va continuer à tourner au ralenti. C'est intéressant, il y a des chiffres qui viennent de sortir sur les États-Unis qui ont montré qu'en fait l'arrêt d'une partie de l'activité économique en fait a précédé la date officielle du confinement. Parce qu'en fait, les individus eux-mêmes ont pris la décision de ne plus aller au restaurant, par exemple, ou de ne pas voir leurs clients en vrai, en chair et en os, mais plutôt de faire un appel téléphonique. Et ça, c'était déjà avant le confinement. Ce qui montre aussi le bon sens des individus. Finalement, ils prennent des décisions qui sont adaptées à la situation. Et donc, après le 11 mai, pareil, on va continuer à faire des choses à distance. On ne va pas forcément voir ses clients et se postillonner dessus autour d'un café. Donc, de toute façon, tout ça va être très lent et ça explique qu'on va rentrer dans une espèce de phase encore de gel pendant très longtemps, qui ensuite aura des conséquences sur l'emploi. Alors en France, c'est très ralenti les conséquences sur l'emploi parce que heureusement, on a des tampons, on a des protections qui font que les emplois sont préservés. On a le dispositif du chômage partiel, on a un droit du travail qui est très protecteur. Donc on n'a pas un taux de chômage qui explose comme ça du jour au lendemain et c'est tant mieux, ça nous protège en France énormément des conséquences des crises économiques sur le marché de l'emploi. En revanche, ensuite, le redémarrage en termes d'embauche est beaucoup plus lent. Donc, en fait, on réagit avec retardement sur le marché de l'emploi et puis on redémarre très lentement aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant plusieurs années, en fait, le marché de l'emploi va être très ralenti, très mou. Il n'y aura pas beaucoup d'embauches, en gros. Et ça ne mettra pas les travailleurs dans une position de force ou de choix telle qu'ils avaient eu juste avant la crise. Et donc, tout ce qu'on dit sur le recrutement, sur les aspirations des travailleurs, etc., quand ils sont en position de force, effectivement, ils sont en position de choisir leur employeur pour certaines raisons, finalement d'imposer un certain nombre de conditions, ce qui est ce qu'on a vu dans le marché du numérique au sens large, hein, où les gens avaient vraiment une position de force. Donc, ça sera un petit peu moins vrai pendant 2 ans, 3 ans peut-être, je ne sais pas. Et puis ensuite, ça repartira. Mais ça, on va dire que ça, c'est le court terme. Quand on regarde aujourd'hui les États-Unis, voilà, c'est déjà, là, à très brève échéance, 30% de chômeurs. Hein, donc, c'est voilà, les taux, c'est chez les millennials qui sont les premiers touchés, on a déjà pratiquement une personne sur 2 qui est sans emploi. Donc, c'est très, très, très rapide. Donc, ça fait très mal, très vite. Et là, ces travailleurs-là, ils vont prendre ce qu'ils trouveront. Hein. Ça va être la démerde la plus totale et pas du tout une position de marché qui est extrêmement favorable. En revanche, ça repartira parce qu'il n'y a pas de raison. Et quand ça repartira, là, effectivement, on va commencer à voir les acquis, on va dire culturels, qui vont s'incarner dans des usages, des pratiques, des désirs, des aspirations de la part des candidats, mais qui vont s'imposer à tous les employeurs. Donc, il ne faut pas confondre voilà, une période de court terme dans laquelle on peut avoir l'impression, finalement, il ne reste rien des effets positifs du confinement.
parce que les travailleurs ne sont pas dans une position de force. Et puis le moyen terme, à échéance de 1 an et demi, 2 ans, peut-être plus, je ne sais pas, où en fait, effectivement, la machine va repartir un peu, le virus, on l'aura mis derrière nous, et puis avant la prochaine catastrophe, on aura peut-être une période de croissance où on pourra revoir une nouvelle norme dans laquelle on aura vraiment les acquis de ce qu'on aura traversé, c'est-à-dire d'autres usages, d'autres cultures, des attentes vis-à-vis des employeurs qui seront vraiment plus les mêmes. Et justement, on le voit encore hein, actuellement, c'est qu'il y a des activités, des entreprises qui recrutent encore, alors qui se posent la question comment je peux recruter totalement, on va dire à distance, on va dire, pour Oui. certains. Et eux vont continuer et vont peut-être essayer justement de recruter les meilleurs talents. Et puis après, il y aura cette course, même si on recrute moins, eh bien de recruter les meilleurs, en tout cas ceux qui Bien sont sûr. les plus adaptés à ce contexte. Est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités, en gros, sur la promesse que va faire l'organisation? Alors c'est très difficile parce que voilà, quand on est voilà, vendeur dans un magasin ou quand on est consultant dans un cabinet, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes propositions de valeur. Mais est-ce que tu vois quand même des choses de fond qui quelque part ont trouvé leurs racines dans ce qu'on a vécu ou ce qu'on aura vécu, qu'on a un peu décrypté depuis tout à l'heure? Le rapport au temps et à l'espace de travail est profondément transformé et rend un certain nombre d'employeurs plus attractifs quand ils sont sur une autre définition du temps et de l'espace. À partir du moment, c'est ce que les Américains appellent les 9 to 5 jobs, à partir du moment où on n'est pas dans une définition de cette relation-là sous le mode d'un 9 to 5 jobs, eh ben, on a une longueur d'avance en tant que recruteur, en tant qu'employeur. Et moi, je pense qu'il y a absolument une carte à jouer pour les employeurs d'aujourd'hui qui voudraient et qui veulent recruter aujourd'hui. C'est que justement, dans un contexte, on va dire, où le paysage global est plutôt gelé, c'est une opportunité extraordinaire d'arriver avec effectivement une culture qui va être jugée attractive par beaucoup des talents qui fonctionnent sur ce mode-là. Donc, il y a vraiment une carte à jouer pour avoir une longueur d'avance et effectivement, comme tu le disais, avoir accès aux meilleurs, avoir accès aux talents qui sont les plus agiles et qui permettent à cette organisation, tel un organisme vivant, d'être extraordinairement réactive pour réagir à la crise, pour trouver des leviers de croissance là où d'autres entreprises n'en trouvent pas. Donc finalement, c'est le moment où il y a vraiment une prime à la plus grande agilité possible. Et cette agilité, elle concerne autant les modèles d'affaires de l'entreprise, le fait de pouvoir pivoter, que la relation qu'on a avec les travailleurs qui participent à créer la valeur dans l'entreprise. Donc on voit que la redistribution un peu des cartes des employeurs, elle va se faire bien entendu sur le volet économique du secteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en bonne santé ou pas. Il va se faire aussi, comme tu le disais, sur la proposition quelque part de valeur aux talents, quel qu'il soit. Et alors on n'a pas de chiffre, mais il est anticipable que certains critères prennent une importance peut-être plus forte du fait de leur expérience subie pendant de longues semaines, qui a généré peut-être des attentes et une espèce de repriorisation d'un certain nombre de choses. Donc il faudra être vigilant effectivement sur les attendus par type de talents ciblés. C'était déjà, nous, chez Zest, le fait d'avoir du télétravail à la carte était déjà un atout sur des profils de développeurs, clairement. C'était un élément très, très concret qui faisait mouche. Je pense que ça va être un peu plus important, comme tu l'évoquais, dans les différents secteurs d'activité. Et certainement un point important. Alors, dans l'organisation de l'entreprise, la capacité d'écoute va être aussi un sujet important. Hein, la réactivité, c'est-à-dire la frustration d'un professionnel qui n'a pas les outils de travail du fait de la nouvelle organisation, va être nettement plus frustré que s'il y a cette agilité organisationnelle qui l'accompagne dans cette difficulté. Le fait d'être en empathie aussi, clairement, les organisations considèrent que par exemple, l'écoute une fois par an avec le baromètre social est absolument pas adapté. On a un client qui nous a demandé, seulement 2 mois après avoir fait cette grosse étude de baromètre social, de faire des nouveaux sondages beaucoup plus réactifs pour monitorer la crise. Voilà. Et c'est aussi
cette pertinence et cette écoute, cette posture d'entreprise qui va certainement contribuer à cette proposition de valeur, voilà, avec des gens qui ont été un peu égratignés éventuellement du fait de l'expérience. On dit que la marque employeur est un peu le marketing de la culture de l'entreprise. C'est un peu je vends un petit peu le bien faire à l'intérieur, hein, ce que je fais de bien à l'intérieur, je le vends à l'extérieur grâce à la marque employeur. Est-ce que tu as, et c'est un peu notre dernière partie, des conseils voilà, en disant comment peut-être utiliser cette situation pour faire évoluer la façon de construire cette marque employeur ou de la valoriser? Alors, là aussi, la crise qu'on vit, elle est intéressante du point de vue de la marque, hein. On parle qu'il s'agisse d'ailleurs des marques consommateurs ou des marques employeurs. On voit à quel point, en fait, les deux c'est la même chose. On voit à quel point il y a une porosité aujourd'hui qui est totale. Parce qu'une chaîne de supermarchés qui fait partie des quelques-unes qui n'ont pas offert la prime à leur caissière, ben ça, le consommateur le sait. Donc, en fait, ce qui relève de la marque employeur, comment est-ce qu'on traite ses salariés, quelle protection on apporte dans une crise sanitaire, des choses comme ça, eh bien, c'est effectivement la porosité, c'est que ça touche complètement le consommateur qui va avoir envie d'être un peu plus militant dans sa consommation, etc. Et inversement, c'est pareil, c'est-à-dire des scandales sanitaires qui toucheraient le produit, la qualité du produit, eh bien, ça concerne de très près les employés qui travaillent pour cette organisation et qui se disent, bon sang, mais cette organisation, il y a quelque chose qui ne colle pas dans la mission, il peut y avoir une dissonance cognitive entre la mission affichée et puis la réalité des produits qui sont vendus. Et évidemment, c'est délétère dans le vécu des employés qui y participent. Et donc la notion de marque employeur, c'est une abstraction qui est bien utile parce que ça montre à quel point en fait on est actif tant dans son digital activisme, tant en tant qu'employé qu'en tant que consommateur. Mais c'est une abstraction parce qu'en fait la porosité est totale entre la marque employeur et la marque consommateur. Et on l'a bien vu avec le comportement des entreprises vis-à-vis de leurs employés au moment de cette crise. Et on a vu des choses d'ailleurs très positives qui se sont faites, c'est-à-dire des entreprises qui se sont montrées extraordinairement responsables, des managers qui ont montré qu'ils étaient bienveillants. Enfin, il y a eu des tas de choses quand même très positives et l'entreprise n'en est pas sortie avec une image si négative que ça, au contraire. Et parfois, on a vu aussi dans l'agroalimentaire que finalement, en matière de questions sanitaires, ils étaient pas mal préparés du tout, peut-être même mieux que les hôpitaux publics, parce que quand on est dans des usines dans l'agroalimentaire, en fait, on a déjà des masques. Donc, les masques, on les avait déjà, parce qu'il y a des normes d'hygiène qui sont extrêmement rigides et extrêmement strictes. Et en fait, c'est ces entreprises-là qui pratiquement ont pu aider d'autres organisations dans d'autres secteurs à se mettre à niveau assez rapidement pour faire face aux enjeux sanitaires. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la notion de communication interne, de marque employeur, etc., bien, elle est en train de se déverser de partout. Et ça, c'est quelque chose qui était une tendance de fond déjà avant la crise qu'on vit aujourd'hui. Et clairement, effectivement, on le voit et il y a et c'est le storytelling quelque part qui va changer avec ce que tu évoquais, hein, la valorisation d'activistes, d'innovateurs qui vont apporter des choses, de mobiliser l'intelligence collective, enfin, faire partie des choses qui sont des vrais sujets et des vraies opportunités de communication, on va dire ça comme ça, par le réel. Je pense que le bullshit va être encore plus difficile. Et en gros, les tables de la culture de l'entreprise avec les 4-5 mots-clés que tout le monde plus ou moins a sur ces communications un peu corporate va quasiment être inexistant, en tout cas très peu intéressant dans ce contexte. Merci beaucoup, vraiment Laetitia. Merci pour ces échanges. On aurait pu y passer, je pense, facilement une demi-heure. Oui. Je regardais les questions et il y a une question autour de la qualité de vie au travail. C'est clair que la notion de qualité de vie au travail, dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui, il est particulièrement secoué sur plusieurs aspects. D'abord, on est dans une situation de risque sanitaire. Voilà, donc la notion de santé est clairement touchée. Et là, on est dans la couche
de Maslow ou d'autres, on est vraiment sur presque potentiellement la survie, hein, donc, de chaque individu. Donc, on est à un niveau d'exposition dans certains cas, et c'est incroyable ce que font les personnes qui sont en première ligne, soit ce que soit les soignants, soit les autres, qui est incroyable. Donc ça, c'est clairement une prise en compte que doit faire, et les équipes QVT des organisations ont un ordre du jour qui est incroyable par rapport à ça, et c'est quelque chose qui n'est pas facile. La deuxième chose, c'est que la QVT, on va dire, non pas dans son organisation, mais chez soi, donc là, c'est l'impact du télétravail, ça pose la question, effectivement, de l'organisation de son espace, est-ce qu'on sait faire, et est-ce que le distinguo entre vie perso et vie professionnelle, puisque géographiquement, il est au même endroit pour ces télétravailleurs. Est-ce que le stress par rapport à l'éloignement et à l'isolement, par rapport au lien social, qui est de facto ébréché, voire coupé dans certains cas, du fait de l'éloignement et de l'isolement. Donc là, il y a un vrai énorme chantier important qui est critique, non seulement pour la santé, on l'a vu, et les risques psychosociaux de l'organisation, mais aussi pour la capacité de rebond. Une organisation qui va être épuisée, les individus qui vont être super stressés, ils auront du mal collectivement et individuellement à rebondir. Est-ce que tu vois ce sujet QVT toi aussi, et quel est un peu ton regard sur ce sujet? C'était une question qu'on avait dans le flow. Alors, comme tu l'as dit, intéressant le fait d'inclure effectivement la sphère domestique. La sphère domestique, en fait, on le sait, ça fait déjà des années qu'elle est une sphère de travail, mais elle intéresse assez peu tout ce qui concerne l'ergonomie, la protection, l'inspection, etc. Or, en fait, on doit intégrer pleinement l'espace domestique comme étant l'un des espaces de travail qui doit intéresser la fameuse QVT, parce que les outils qu'on utilise, l'espace de travail qu'on a chez soi, la capacité qu'on a ou qu'on n'a pas d'imbriquer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, donc cette notion d'équilibre, eh bien tout ça, ça touche à la QVT. Donc la garde d'enfants, on s'en rend bien compte, la garde d'enfants, c'est un sujet de QVT. L'éducation des enfants aussi, le logement, la qualité du logement, où on habite par rapport au bureau, etc. Aussi, la qualité des transports, la qualité des outils qu'on utilise, et puis éventuellement le bureau et l'installation ergonomique et la chaise qu'on a pour y travailler. En fait, toutes ces choses-là montrent que l'espace qui intéresse la QVT, en fait, il est complètement éclaté. Il y a pratiquement une ubiquité. Et donc, si on veut faire de quelque chose qui soit efficace, effectif, il faut intégrer toutes ces dimensions-là de la vie des travailleurs. Et c'est clair. Alors, j'aime beaucoup le concept qui a été partagé par ta belle-mère, donc il y a un pseudo, j'imagine, sur la QVTT, donc la qualité de vie au télétravail. Et c'est vrai que c'est une notion, et ça faisait partie des accords, hein, de télétravail. En général, il y avait des choses qui étaient faites, mais il y avait une vraie pesanteur, on va dire. Ce n'était pas quelque chose qui était important. Il y a bien sûr d'autres aspects dans la qualité du haut travail. Le lien social avec les autres en fait partie. La relation avec les collègues est un des éléments clés dans toutes les études qu'on a pu faire avec nos clients. Et le télétravail, l'isolement, coupe physiquement ce lien. On l'a vu avec parfois des difficultés sur les outils pour le reconstruire. Donc il est clair que c'est une responsabilité de l'organisation, et on le voit de plus en plus, de proactivement, de revenir au contact, et comme on l'a vu, de refaire par exemple un baromètre pour savoir comment les équipes, les collaborateurs, quelque part, absorbent cette situation nouvelle qui est complètement différente de ce qu'il y avait il y a 2 mois. Et donc ça, c'est un élément concret pour l'organisation, les directions générales, de pouvoir être à l'écoute, et donc de recréer quelque part un lien institutionnel dans la relation entreprise avec chaque individu, déjà de leur poser les questions et d'avoir un diagnostic qui va amener à des plans d'action dans un contexte particulier d'aujourd'hui. Et l'autre point qu'on évoquait, on le voit tous, hein, les apéros, les réunions un peu informelles, les webinars, sont quand même des moyens pour maintenir un lien social en utilisant le digital qui a un espèce de vecteur de socialisation avec toutes ses imperfections et ses spécificités, mais qui est très très important. Et on le voit, hein, dans ce que tu disais par rapport à la culture qui se manifeste par ce qu'on fait. Il y a des managers en empathie qui font des apéros entre guillemets ou des discussions informelles où il n'y a pas d'ordre du jour particulier, c'est juste de dire comment ça va, comment tu t'organises, et ce n'est pas juste la pression sur la productivité. Voilà. Donc ça, c'est des éléments concrets sur la QVT qui est effectivement un sujet qui va être lié
au mieux faire après, bien entendu, ces contraintes de confinement et de crise. Je regarde s'il y a il y a plein de questions. Donc, Un petit point intéressant sur les rituels, parce que c'est vrai que les managers empathiques ont envie d'avoir ces petits moments, de boire un café, de se parler, etc. Mais il y a une personne qui est sur le chat a dit un élément très juste et très intéressant, c'est que quand on passe sa journée en visio, en fait, de continuer encore sur l'écran pour les éléments de sociabilité, ça nous amène à cette espèce de crise de la cognition liée à ces usages extrêmes de l'écran tout le temps. Et en fait, on voit que nos yeux fatiguent, notre corps fatigue, on a un niveau de stress qui est assez important. Et du coup, ce qui est très difficile au niveau des rituels, c'est comment est-ce qu'on trouve ce juste équilibre entre des petits moments qu'on peut quand même passer ensemble, un peu informels, où on peut faire passer des éléments de langage corporel et d'empathie, et puis le trop plein, en fait, lié à cette connexion permanente. On n'en parle plus parce que forcément, c'est le seul moyen d'avoir une vie, c'est via l'écran. D'avoir une vie sociale, c'est via l'écran, mais effectivement, du coup, on est encore plus exposé aux effets délétères de la connexion permanente, à ces sollicitations multiples, etc. Donc ça, apprendre à gérer un moment déconnecté, un moment connecté, c'est vrai que c'est l'un des grands enjeux aussi du bien-être quand on travaille, c'est d'être capable de débrancher, d'arrêter, de mettre stop, fermer l'écran et puis aller faire autre chose. Et c'est devenu très difficile. Oui, il y a une hygiène, entre guillemets, de l'usage qu'il Ouais. faut. Il y a des excès. Vous avez tout à fait raison à les mentionner. Et un truc très simple, des fois, de ne plus mettre la vidéo, déjà, ça fait du bien. On est un peu plus Oui. libre. On est un peu moins stressé par rapport à ce qu'il On y a peut se derrière. gratter le nez, on peut être tranquille, voilà, exactement. C'est des choses toutes simples, mais il n'y a pas Ouais. une espèce de diktat du la vidéo obligatoire Ouais. avec des gens qui peuvent être temporairement. Moi, j'ai fait des réunions avec des clients qui étaient dans la chambre de leurs enfants, qui s'excusaient d'avoir les posters de teenagers derrière. Mais c'était. Voilà. Donc, enlevons la vidéo, c'est pas grave. Et l'autre point qui est effectivement important, c'est le lien social se construit aussi sur des modes asynchrones, Oui. comme ils peuvent être synchrones. On a, par exemple, dans les liens qu'on aide à créer avec des clients, c'est par exemple le partage de l'humeur et c'est le partage de bravo ou de remerciements, de félicitations, qui est complètement à la main des collaborateurs et qui ne passe pas par cette médiatisation, on va dire, collective à un moment donné en visio. Ça se fait au fil de l'eau et c'est plutôt de l'interpersonnel qui peut le faire. Et ça, c'est comment aussi, en plus de la visio, le digital peut aider. Il n'y a pas un espèce on n'est pas une Zoom monopoly, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que là-dessus que ça doit se faire. Et j'ai un autre exemple, c'est sur les rituels managériaux d'entretien, collaborateur-manager. On parlait de manager empathique, on pourrait parler là de l'importance du manager coach, qui va justement aider peut-être ses collaborateurs, y compris à s'organiser dans son travail à domicile dans certains cas. Eh bien, la fréquence de ce rituel, la préparation de ce rituel va être très important dans son lien social qui va être fait et qui va être éventuellement reconstruit, renforcé pendant cette période. On a des clients qui font des points réguliers tous les mois et qui sont préparés à l'avance. Certains commencent à le faire toutes les semaines, où le collaborateur dit voilà, moi, les sujets dont j'aimerais te parler cette semaine, et il y a une conversation préparée, comme ça, un one-to-one qui peut se faire effectivement par visio. Et ça, c'est important. Ce n'est pas juste de l'apéro et de la réunion collective. Les one-on-one, comme on disent les startups, est un élément clé et sur lequel il faut pouvoir véhiculer la culture via des rituels managériaux. Je regarde s'il y a d'autres questions qu'on pourrait traiter. On a dépassé largement le temps prévu. J'espère que j'ai l'impression que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions. Encore une. On travaille sur les rites et sur les tribus. Enfin, il y a pas mal là dernièrement des sujets là-dessus. C'est un sujet assez passionnant, effectivement. De garder ce contact tribal. Et les startups sont très organisées dans ce mode-là, d'ailleurs. On parle souvent de la tribu Zest, par exemple. Enfin, il y a des vocables qui sont utilisés, qu'on n'utilise pas du tout dans les grandes organisations, d'ailleurs. Est-ce que justement, est-ce que tu as d'autres rituels intéressants que tu as pu constater, par exemple, Laetitia, en plus de ce qu'on vient à évoquer, qui te semblerait intéressant?
Ben, des échanges sur le contenu qui sont assez intéressants. C'est les parents qui se mettent entre eux sur un channel Slack pour partager des ressources éducatives pour leurs enfants. C'est des gens qui mettent en place des clubs de lecture où là où effectivement on va peut-être de manière asynchrone se partager des ressources, mais aussi potentiellement se partager des moments. Et toutes ces petites choses-là qui se passent en virtuel aujourd'hui, en fait, démultiplient le potentiel de ce qui peut, de tous ces rituels qui peuvent cimenter la culture et rendre le groupe très solide. Et c'est souvent par communauté que ça fonctionne. Et il y a plein de choses extraordinaires. C'est des partages de cours de yoga en ligne, et ce sont des moments effectivement autour d'un contenu qui va être intéressant, des choses qui sont fondamentalement autour du partage de ressources et potentiellement aussi de manière asynchrone, c'est-à-dire voilà, pas le énième apéro en visio parce que finalement à un moment il y a un moment où on sature et on est limité dans le temps. Et ne pas hésiter quelque part à donner un peu des missions, des clés pour préparer la gestion de la crise. Par exemple, comment on s'organise par rapport au poste de travail, aux lignes de production pour que les gestes barrières soient respectés. Donc là, c'est faire de l'empowerment utile qui va donner du sens et de l'utilité. Et évitons que ce soit une espèce uniquement de chape qui s'imposera et sur lequel les premiers intéressés ne seront pas acteurs. Voilà, pas hésiter. Par exemple, on parlait des bonnes pratiques de télétravail. J'entendais quelqu'un qui me disait nous, on a commencé à lister dans un document en ligne toutes nos bonnes pratiques, nos bonnes idées pour le vivre le mieux possible ou le moins pire possible. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, vous vivez des choses, les gens, entre guillemets, eh bien, profitez-en pour le partager. Et c'est un formidable aussi vecteur pour se projeter sur du progrès, de se projeter sur du futur et pas simplement sur les contraintes ou sur les éléments. Donc, la manière de le faire va être très, très importante. Je vous ai partagé un bouquin intéressant sur une start-up qui n'est pas récente, mais qui a une organisation incroyable, qui est Basecamp. Dont en gros le titre c'est le travail n'a pas besoin d'être fou entre guillemets dans son organisation. On peut maîtriser, on peut être zen au travail. Et ils ont beaucoup expérimenté, et ça depuis des années, sur le travail à distance, asynchrone, et sur le respect finalement de chaque individu dans le mode de l'organisation, avec quand même une organisation qui est innovante puisqu'elle est sur un marché hyper compétitif. Les deux fondateurs de Basecamp, ils ont fait 3 livres en fait. Ouais. C'est Rework, Remote et It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Les 3 ont été traduits en français. Et sur Welcome to the Jungle, vous avez les must-read de ces livres-là. Des résumés en 4 pages de la totalité de l'ouvrage avec toutes les références. Donc peut-être qu'on peut le mettre dans le chat, le lien vers les must-read de Welcome to the Jungle pour ceux qui ne voudraient pas lire le livre les livres dans leur intégralité. Ou qui ne peuvent pas se les faire livrer, ou que sais-je. Très bien, et on va reprendre ce lien. N'hésitez pas d'ailleurs, et je vous propose d'en rester là pour l'instant, c'est de pouvoir justement, n'hésitez pas à continuer cette conversation, notamment sur LinkedIn, en commentant l'annonce qu'on avait faite sur cet événement, qui peut être le lieu assez simple sur lequel on peut continuer. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks d'ailleurs sur si vous avez aimé ce webinaire, ça encouragera bien entendu pour les prochains à d'autres à venir. Merci beaucoup pour vos questions, votre attention, et c'était un plaisir d'être avec toi, Laetitia, pour cette. Merci David, un grand plaisir partagé. Bravo à tous déjà pour tout ce que vous avez fait, votre intérêt pour le sujet et tout ce que vous allez faire dans le futur. HR for Good. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ces contenus, ces initiatives encore, et à très bientôt donc. Au revoir. À très bientôt.